Heureux de vous retrouver à cette autre édition d'information sur Téléhémicycle. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le droit d'accès aux femmes, au foncier des femmes en République du Bénin, sujet en discussion à grand propos entre femmes parlementaires. Un atelier de 72 heures les a réunis. Amendement en vue de la loi sur la régulation de l'espace numérique en France. Objectif, mise en place d'une carte d'identité numérique. À l'Assemblée nationale du Bénin, un gendarme pas comme les autres. La direction de la cellule d'audit interne des CAI. De quoi s'occupe cette direction? Élément de réponse à leur magazine de ce journal. Merci de préférer Téléhémicycle pour être au fait de l'actualité parlementaire d'ici et d'ailleurs. Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin a reçu mardi 26 juin 2023 en audience les pèlerins de la paix du nom d'une organisation internationale qui œuvre pour le vivre ensemble pacifique. Un sujet débattu dans cette rencontre entre les pèlerins de la paix et Mathieu Aransou à l'issue de l'audience tenue plutôt mercredi ou mardi 26 septembre 2023, jusqu'à Rama, coordonnateur du réseau, qui apprécie. Nous voulons avant toute chose remercier les autorités qui nous ont fait confiance pour nous accepter dans leur localité en ce matin, malgré leurs préoccupations. L'audience était bien déroulée, en présence des techniciens de tous les niveaux, les conseillers du président de l'Assemblée. Et le directeur de cabinet était disposé à nous écouter et on a échangé. Nous avons pris beaucoup de conseils de son côté et l'audience a été pas mal. Notre objectif, c'est un éveil de prise de conscience. Moi-même qui vous parle, je suis réfugié. Et les pèlerins de la paix, c'est une structure composée des réfugiés, exilés, immigrés, des gens qui ont des problèmes, qui ont fui de leur pays pour venir se réfugier au Bénin. Nous sommes tous des demandeurs d'asile et comme vous le savez, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, est un havre de paix. C'est une terre d'accueil. C'est comme ça qu'avec des frères béninois, des valeureux frères béninois que vous voyez autour de moi, nous nous sommes réunis pour qu'ensemble, nous puissions nous lever pour donner le meilleur de ce que nous pouvons donner pour la préservation de la paix dans ce pays et surtout préserver ce pays en pleine émergence. Ça nous motive et ça nous donne maintenant le courage de pouvoir mettre les jalons et commencer l'activité et pour atteindre le but que nous avons fixé pour le Bénin. Le réseau des femmes parlementaires en atelier de formation à Grand Popo, c'était du mardi 26 au mercredi 27 septembre dernier. Elles ont échangé autour du droit d'accès au foncier des femmes en République du Bénin. Le cadre juridique a été passé au peigne fin et les obstacles socio-culturels examinés. Le compte-rendu est signé Vanouli Olibé, Benkevin Achaoui. Le difficile accès des femmes à la propriété et au titre foncier préoccupe les membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. En atelier de formation à Grand Popo, les femmes agents parlementaires ont débattu sur l'état de la jouissance par les femmes du droit foncier en République du Bénin. La cérémonie d'ouverture de l'activité a été dirigée par le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale. L'activité de ce jour intervient dans un contexte où d'importantes inégalités subsistent dans notre pays entre les hommes et les femmes en termes d'accès aux ressources productives telles que la terre, les intrants agricoles améliorés, les services financiers et les technologies.
Les droits des femmes liés au foncier et ou à leur accès sécurisé à la terre est confronté à des logiques culturelles et sociétales qui ne sont pas toujours favorables à leur autonomisation économique. L'atelier de formation qui réunit ici les femmes fonctionnaires de l'Assemblée nationale a pour objectif de faire l'état des lieux du droit d'accès des femmes à la terre. Dans son mot d'ouverture des travaux, Mariano Ogutolu est revenu sur les difficultés socioculturelles auxquelles font face les femmes dans le domaine du foncier. Il achève en insistant sur l'implication individuelle et collective des membres du réseau dans la sensibilisation sur les droits de la femme, le cadre juridique du foncier et l'importance de la contribution de la gente féminine au développement. Il importe qu'au cours de la présente activité, les femmes soient sensibilisées sur leurs droits et modalités d'accès à la terre dans notre pays. Ce faisant, vous aurez contribué un tant soit peu à réduire les inégalités qui empêchent les femmes béninoises de réaliser les investissements nécessaires pouvant accroître leur productivité. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer ma reconnaissance à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour avoir autorisé la tenue de la présente activité. Le droit au foncier, une réalité consacrée par les textes en République du Bénin, une législation largement méconnue. Cet atelier de 2 jours est pour les participantes une aubaine de renforcement des connaissances sur le sujet. Nous, femmes intellectuelles, on a un peu plus de chance que les autres parce qu'on pourra les acquérir nous-mêmes dans un premier temps. On pourra aussi en bénéficier par rapport à nos familles. L'avantage est que nous autres, en ayant l'information sur les lois, nous pourrons nous défendre. On a remarqué que malgré la présence des tests, c'est beaucoup plus le volet culturel qui prédomine, où la plupart des femmes n'ont pas accès à l'héritage. Donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous avons quand même des tests qui existent et il faudrait que celles qui sont inscrites, celles qui ont l'information puissent partager ça autour d'elles et qu'on puisse dire aux femmes qu'elles peuvent également avoir accès aux terres. Au cours des 2 jours, plusieurs communications interactives vont meubler l'activité. Chaque membre du réseau des femmes parlementaires en sortira outillé et capable d'influencer positivement son entourage. Plus qu'une simple tradition, c'est un rendez-vous sacré ici à l'Assemblée nationale du Bénin. S'incliner devant les couleurs nationales pour se rappeler le devoir de servir son pays avec détermination. Et lorsqu'on y ajoute un enseignement comme l'a initié le président Louis Bernou-Vlavonou, c'est encore plus prégnant. Ce lundi 25 septembre 2023, en effet, personnel civil et militaire étaient encore tout ouïs au pied du drapeau. La communication qui a desservi la cérémonie des couleurs rappelle les luttes qui ont été celles des Amazones du Bénin dans les luttes armées pour la défense de la patrie et l'impact de ces Amazones sur les armées du monde entier. Océane Namoussou, une apprentie amazone qui fait ses amas à l'hémicycle, nous fait le point. Agodier, miroir domi, sang de nos sœurs. La légende des Agodier est au menu de la communication mensuelle de ce lundi 25 septembre 2023. Le personnel civil et militaire du Parlement a droit à un exposé de Carmen Fifame Toudonou sur l'apport des Agodier, dites Amazones, à la militarité mondiale. Elle a d'abord rappelé le sens même du mot Agodier. Selon nos recoupements lors de nos enquêtes à Abomey, le mot Agodier, dont vous connaissez la forme orale Agodier, signifie littéralement « prenez garde » ou « attention à moi ». Enfin, certaines littératures suggèrent marginalement de les appeler Minon. Minon qui veut dire littéralement nos mères pour désigner donc ces femmes guerrières du temps romain. Au nombre de 2 à 4 voire 5000 selon les époques et les sources, elles étaient présentées comme les plus braves de l'armée du temps romain. Ce régiment de femmes a dû naître en raison du déficit d'hommes au royaume du temps romain au XIXe siècle. Et les raisons de ce déficit seraient les pertes humaines dues aux guerres, les razzias des royaumes voisins, les tribus en captifs masculins payés au XVIIIe siècle par le temps romain au royaume d'Oyo.
Sur l'origine des Agodjié, les sources divergent. Selon les unes, cette troupe féminine existait déjà avant le royaume du Dahomey sous le règne du roi Aro Wegbaja. Mais c'est la reine Tassi Rangbe, sœur jumelle d'Akaba, qui a régné de 1708 à 1711, après la mort soudaine de son frère Akaba en 1708, qui fut la vraie créatrice du corps des Amazones du Dahomey comme régiment combattant, intégré aux armées professionnelles du royaume. Parler de l'apport des Amazones à la militarité mondiale, c'est se demander en quoi leur existence et expérience ont marqué la pratique du métier des armes dans le monde. Et à cette interrogation, Carmen Toudonou explique. Alors les Agodjié étaient organisés en plusieurs régiments dont chacun possédait ses propres chefs, ses uniformes, ses armureries, de même que ses parades militaires. Tous ces régiments étaient sous le commandement d'une générale nommée Gaounon. Dès leur plus jeune âge, les Amazones suivaient un entraînement intense au combat et au maniement des armes. Elles étaient conditionnées psychologiquement pour résister à la douleur et ignorer la pitié. Craintes et respectées par la population, elles avaient un statut presque sacré. Ces valeurs sont aujourd'hui célébrées au Bénin à travers l'érection en 2019 de la statue appelée Monument de l'Amazone en l'honneur, je cite, des guerrières du Bénin d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui. Fin de citation. Nous postulons que les Français et plus largement les Occidentaux qui pensaient que les femmes soldates ne pouvaient être qu'un mythe se sont rendus compte au contact du Dahomey que les femmes pouvaient bel et bien, dans la réalité, servir comme combattantes dans les armées régulières. Pour la communicatrice du jour, il est important de retenir que les femmes amazones ont incontournablement contribué à plusieurs luttes. Et aujourd'hui, reconnaître leur place et les valoriser comme le font plusieurs gouvernants n'est que justice et plein mérite. Et avant cette communication, toute l'assistance a observé un moment de recueillement en mémoire de ces vies qui sont éteintes dans l'incendie du samedi dernier à Sémé-Craqué. Le président de l'Assemblée nationale, Loïc Beronou-Vlavonou, a tenu à rendre cet hommage aux disparus et à avoir une pensée pour les autres victimes de ce drame en souffrance dans nos hôpitaux dans l'espoir d'être sauvés. Je vous propose de suivre un extrait de ce moment de suspension. Sans savoir que samedi passé à Sémé-Craqué, il y a eu un événement douloureux, un entrepôt de carburant, d'essence frelatée a pris feu et qui a causé beaucoup de morts. Je ne saurais avancer les chiffres dans la mesure où les chiffres divergent d'un communicateur à un autre. Et je ne saurais dire combien de morts il y a, combien de blessés il y a. Mais toujours est-il que, en ma position de numéro 1 des députés, qui sont les représentants du peuple, et c'est de ce peuple que le drame est survenu, et certainement nos mandants ont perdu la vie. Donc, et d'autres issus de leur famille sont dans une consternation et nous ne pouvons rester, en tant que députés, nous pouvons rester indifférents à cela. Alors donc c'est pour ça, avec votre permission, même si les députés ne sont pas là, et en ma qualité du président de l'Assemblée nationale, représentant tous les députés, je voudrais vous associer à nous, parlementaires, pour que nous puissions observer une minute de silence à l'intention de ces disparus des suites de ce drame.
2 mois après l'adoption du projet de loi portant régulation de l'espace numérique par le Sénat en juillet dernier, nous sommes en France, le député rapporteur Renaissance Paul Midi a déposé un amendement qui propose la mise en place d'une carte d'identité numérique. Selon lui, cette disposition a pour but d'identifier et de sanctionner les auteurs d'infractions en ligne. Plus de détails. Le problème, c'est qu'on a maintenant plus de 50% de nos jeunes qui se font cyberharceler ou qui se sont déjà fait cyberharceler sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je pense à la jeune Lindsay qui s'est suicidée il y a quelques mois. Et puis pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est 80% des Français, c'est racisme, misogynie, sexisme, LGBT-phobie, islamophobie, antisémitisme à tous les étages. C'est un niveau de violence qui est beaucoup plus élevé que dans la vie physique. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand je prends une ligne de téléphone, mon numéro de téléphone, il ne contient pas mon nom. J'ai le droit au pseudonymat, mais par contre, je dois donner ma carte d'identité aux opérateurs télécoms, SFR ou Orange, au moment où je prends cette ligne. Donc je n'ai pas le droit à l'anonymat face aux autorités si je fais des choses qui sont illégales. Ça doit être pareil sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée un compte sur Facebook, bien sûr, j'ai le droit au pseudonymat, c'est extrêmement important. Et donc je peux avoir un compte par exemple Polo91 avec la photo de mon chat si j'ai envie. Pas ça, aucune difficulté. Mais il faut que mon profil il soit associé à une identité numérique, par exemple France Identité ou les identités numériques de la Poste, pour que si jamais je commets avec ce profil des choses qui sont illégales, les autorités en un clic puissent identifier qui est le propriétaire de ce profil. Au moment où vous créez votre profil, il y a une connexion qui se fait avec Facebook pour donner 2 choses. Surtout pas la carte d'identité ou les informations d'identité. On ne veut surtout pas que Facebook ou les plateformes aient les informations d'identité de tous nos compatriotes. Par contre, il renvoie 2 informations. La première, c'est 1, il y a bien une personne physique derrière ce compte. Et 2, voici le code chiffré, indéchiffrable par Facebook, mais déchiffrable par les autorités d'une façon très encadrée, évidemment, comme le fichier des empreintes digitales, comme le fichier des immatriculations, encadré par la loi. Si jamais un profil s'adonne à des actions qui sont illégales, que les autorités puissent en un clic identifier qui est le propriétaire du profil. Restons en France où les élections sénatoriales ont eu lieu ce dimanche 24 septembre 2023. 170 postes ont été pourvus sur les 348 que compte la Chambre haute du Parlement français. Les résultats obtenus traduisent une grande stabilité de la droite au sein de la Chambre haute, la progression de la gauche et le retour sur scène du Rassemblement national. À quoi ressemble donc la nouvelle composition du Sénat français? Stéphanie de Commandora nous propose quelques propos des élus. On en gagne dans la Moselle, on en gagne en Isère. Donc je trouve que c'est plutôt une performance dans les temps politiques qui courent, qui sont marqués par l'instabilité. Au contraire, d'avoir cette forme de stabilité. Alors nous avons une stabilité puisque a priori nous avons aujourd'hui 33 élus par rapport à 33 sortants, alors qu'il y avait 11 sortants qui ne se représentaient pas, donc je suis très content. Il est vrai que la dispersion du nombre de listes a été pour beaucoup d'ailleurs une grande difficulté et nous avions malheureusement chez les socialistes une dissidence qui a fait un nombre de voix malheureusement nous empêchant d'arriver premier et nous empêchant d'avoir le 3e siège. Je le regrette. Aujourd'hui, on célèbre notre victoire. Je constate que la Macronie n'a aucun siège et aucune représentation pour Paris ce soir au Sénat. Ça n'est pas une surprise, ça veut dire que le centre ne s'est pas du tout mobilisé autour de son candidat. Et puis la droite parisienne avec Madame Dati comme bombe à fragmentation de la droite montre que, en fait, ils ne sont pas dans une capacité de rassemblement. À l'heure où je vous parle, nous serions 17 sénatrices et sénateurs donc en progrès. Membres de mon groupe, donc un groupe renforcé. La
La revue de presse de ce jeudi 28 septembre 2023 est une signature de Ilias Adel qui, avec lui, allons découvrir les préoccupations abordées dans les colonnes des journaux parus. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons cette revue par le journal Le Projecteur qui projette à la face du monde l'initiative du président Louis Gbéonou Vlavonou qui consiste à entretenir le personnel parlementaire sur l'apport des Agodjié à la militarité mondiale. Mon confrère précise que cette vision du président de l'Assemblée nationale de révéler davantage les Agodjié au cérémonial des couleurs est très appréciée. Les Agodjié, il y en avait également à l'atelier parlementaire de renforcement des capacités des droits de la femme à la terre. C'est le journal La Primeur qui révèle l'information, confirmée par Le Matin, qui parle du droit foncier et d'accès à la terre et souligne que les femmes fonctionnaires au Parlement découvrent davantage leur rôle. L'actualité intéresse également le leader du jour qui titre « Atelier de renforcement des capacités à l'Assemblée nationale, les femmes fonctionnaires parlementaires à l'école des droits de la femme à la terre ». Pendant ce temps, le Télégramme, le Matinal et Fraternité évoquent la transmission du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Le Télégramme parle du projet de budget de l'État 2024 évalué à 3 199 milliards 274 millions de francs CFA avec un taux de croissance projeté à 6,5%. Sur le sujet, le Matinal énumère les grands axes du projet de budget 2024 et dit que les 3 199 milliards 274 millions de francs CFA serviront à maintenir la dynamique de développement. Fraternité, quant à lui, croit savoir que le projet de loi de finances gestion 2024 est équilibré en ressources et en charges. Une note sportive pour terminer cette revue de presse. Premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024, le Télégramme nous apprend que la République démocratique du Congo élimine les Amazones du Bénin. Fin de cette revue de presse. À demain. Une administration vertueuse, respectueuse des règles de fonctionnement édictées. C'est le vœu du président de l'Assemblée nationale du Bénin qui repense cette administration parlementaire dans la forme et dans le fond pour veiller à la régularité de chacun dans une administration plus performante, plus optimale. Il créa la DKI Entendé, direction de la cellule d'audit interne, une brigade que Latif Boni et Kevin Benachaoui ont visité pour vous. L'essentiel à retenir du rôle de cette direction dans cet élément. Ce qui est sûr, personne n'aime le contrôle. De facto, personne n'aime le contrôle. Même si l'objectif visé, à terme, c'est de mieux faire ou bien c'est d'amener à mieux faire, vous êtes toujours vu comme un bureau. Créée en 2020 seulement, la DKI, direction de la cellule d'audit interne, a déjà une réputation. À travers les formations que nous faisons, les observations que nous faisons, que le président a pu prendre des tests pour modifier certains tests qui existaient, qui ne marchaient pas bien. Donc ça là, c'est clair et c'est visible. La DKI, émanation de l'attachement du président Louis Gbéonou Vlavonou à la bonne gouvernance. Retour sur le contexte de la mise en place de la direction. Et déjà, en 2019, le président de l'Assemblée nationale a créé deux structures de bonne gouvernance de gestion des marchés publics, à savoir la personne responsable des marchés publics et puis la cellule de contrôle des marchés publics. En 2020, par décision 2020-003 du 7 septembre 2020, le président de l'Assemblée nationale a créé, a effectivement mis en place cette cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale. L'audit interne, une matière qui fait peur. Depuis 2020, le directeur et ses collaborateurs tentent de convaincre et de mettre en avant l'utilité de leurs services dans la prévention des écarts en matière de gestion et de gouvernance. Lorsque nous avons commencé nos activités, puisque nous avons fait un certain nombre de contrôles, mis en exergue un certain nombre d'insuffisances et qui a nécessité la prise de décision, de sanctions par l'autorité dans le cadre de la gestion
finances publiques. Ça, c'est un. Dans le cadre de la gestion administrative et financière, il y a déjà beaucoup d'améliorations. Et ensuite, au niveau de la ponctualité des agents, parce qu'avant, vous le savez, l'Assemblée nationale, il n'y avait pas un contrôle. 2 ans de parcours pour d'importantes améliorations dans la gestion. L'avènement de la direction de la cellule a fait bouger les lignes. Pari gagné pour le président Luc Béhounou-Vlavonou, même si le chantier de la bonne gouvernance est encore vaste. La première chose qu'il faut instituer, c'est finaliser le manuel de procédure. Parce que sans le manuel de procédure, je crois que quelles que soient les corrections que nous allons faire, quelles que soient les remontrances que nous allons apporter, s'il n'y a pas un manuel de procédure, un agent qui arrive à un poste ne peut pas savoir quelle est la procédure en marche là. Troisièmement, c'est qu'il faut que la cellule, comme nous l'avons dit, dans son plan de travail annuel, organise la formation. La formation, même au niveau des responsables administratifs, il faut qu'ils arrivent à savoir ce que c'est que la gestion financière, la gestion administrative, la gestion du matériel non financier, etc. Tout ça là, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. La bonne gouvernance et le respect du bien public, credo du président Luc Béhounou-Vlavonou, raison de l'existence de la DKI. Vous informer est aussi notre credo, je dirais, raison d'existence de Téléhémicycle. Et pour ce rendez-vous d'information, c'est déjà tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Téléhémicycle.